à tous et à toutes, je me présente, je suis Manal Kadmiri, chargée d'études, au sein de l'Observatoire territorial chez Opéris. Bonjour, je suis Nicolas Légré, responsable de l'Observatoire au sein d'Opéris. Et aujourd'hui, avec ma collègue, nous allons vous décrire quelques points sur la loi climat et résilience lors de cette courte vidéo. Nous allons aborder, dans le cadre de cette vidéo, 3 points principaux qui sont, en 1, la loi climat et résilience au travers de quelques éclairages. Dans un deuxième temps, nous aborderons l'objectif ZAN. Et enfin, nous terminerons cette vidéo par un focus sur les documents d'urbanisme. Tout d'abord, abordons les différentes thématiques qui sont concernées par cette loi climat et résilience. Il y en a 5 principales: la manière de consommer, de se nourrir, de se loger, la production et le travail, et enfin les déplacements, bien sûr au travers des transports. Entrons maintenant dans une mesure concrète. Nous allons vous parler de l'éradication des passoires thermiques d'ici 2028. Les passoires thermiques comprennent les logements classés G ou F sur le diagnostic de performance énergétique. Les passoires thermiques, il y en a 4,8 millions sur le territoire national. Les différentes mesures vont prendre effet à plusieurs dates. En métropole, dès le 1er janvier 2025, interdiction de louer les logements classés G. Le 1er janvier 2028 pour les logements classés F. Et enfin, le 1er janvier 2034 pour les logements classés E. Il va y avoir une légère différence dans les DOM-TOM. Le 1er janvier 2028, interdiction de louer les logements classés G. Et en 2031, l'interdiction de louer les logements classés F. Autre mesure très importante par rapport à ces passoires thermiques, l'interdiction de la hausse des loyers. À compter du 25 août 2022, il sera interdit, au moment de la signature d'un nouveau contrat de location ou même en cours de bail, d'augmenter le loyer de ces logements. Et enfin, l'interdiction de la majoration du loyer malgré une clause travaux pour ces passoires thermiques. Entrons maintenant sur l'objectif ZAN. Et afin de comprendre ce sujet en profondeur, nous allons voir ensemble quelques définitions. Avant de parler d'artificialisation nette, nous allons parler d'artificialisation du sol. Cette dernière est définie comme l'altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. L'artificialisation nette des sols, quant à elle, est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatée sur un périmètre et sur une période donnée. C'est l'équation que vous avez sous les yeux. L'objectif par rapport à cette zéro artificialisation nette est de l'atteindre en 2050. La renaturation d'un sol, ou la désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. Mais qu'est-ce qu'une surface artificialisée ou non artificialisée? Une surface est dite artificialisée lorsque ces sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. À l'inverse, une surface est dite non artificialisée lorsqu'elle est composée d'une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée,
constituant un habitat naturel ou utilisé à usage de culture. Donc, faisons un focus sur l'impact de la loi climat et résilience sur les différents documents d'urbanisme. Tout d'abord, le premier impact que nous constatons, c'est l'intégration progressive des objectifs de réduction de la consommation de l'espace, prenant en compte bien sûr la nature des sols dans les différents documents d'urbanisme. Nous avons à titre d'exemple sur la frise chronologique différents documents d'urbanisme comme le SRADET, le SCOT et les PLU, PLUI. Et nous allons commencer par le SRADET, par exemple, qui est un outil dont le rôle est déterminant dans la trajectoire future du ZAN. Donc, si ce document ne traduit pas d'ores et déjà les principes de la loi climat et résilience, à savoir la détermination d'une trajectoire pour atteindre le ZAN en 2050, et en déclinant bien sûr l'objectif de réduction de la consommation des sols entre les différentes parties du territoire régional, il devra donc faire l'objet d'une modification ou d'une révision pour y répondre. Cette procédure d'évolution plus RADET devra être engagée avant le 22 août 2022 et approuvée avant le 22 août 2023. Donc, pour les autres documents d'urbanisme, à savoir le SCOT par exemple, nous avons un délai de 2026 et 2027 pour les PLU et PLUI. Donc, toujours concernant l'impact de cette loi climat et résilience sur les différents documents d'urbanisme, nous avons les délais qui sont raccourcis. Par exemple, on passe de 9 à 6 ans concernant les zones à urbaniser, encore non urbanisées, dont l'ouverture implique d'avoir recours à une révision générale du PLU. Des dispositions transitoires sont toutefois prévues sur ce point pour gérer les procédures en cours au moment de la promulgation de la loi climat et résilience. Nous passons encore une fois de 9 ans à 6 ans pour les délais prévus pour l'analyse des résultats de l'application de ces documents qui sont les PLUI. Donc, en ce qui concerne la maîtrise de l'artificialisation des sols, plusieurs mesures ont été mises en place. Donc, on cite le fort encadrement déjà de l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux espaces agricoles ou naturels entre 2021 et 2027. Nous avons le fameux objectif ZAN, zéro artificialisation nette, qui doit être atteint d'ici 2050, et aussi la division par 2 du rythme d'artificialisation sur la dernière décennie d'ici 2030. La délimitation d'une part minimale de surface non imperméabilisée pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et les communes de plus de 15 000 habitants qui sont en forte croissance démographique. Et nous retrouvons également des mesures de compensation qui visent un objectif, par exemple, d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Ces mesures doivent être localisées principalement sur le site endommagé ou à minima à proximité de celui-ci. Elles sont prioritairement mises en œuvre au sein des zones de renaturation préférentielles identifiées dans les SCOT et les OAP des PLUI. Et d'ici 2050, les territoires vont devoir avoir une balance d'artificialisation des sols à l'équilibre. Il faudra que la surface des sols artificialisés n'excède pas celle des sols renaturés. Voilà. Nous avons passé en revue les 3 points de cette vidéo. En complément du visionnage de cette vidéo, je vous invite à prendre connaissance du portail de l'Observatoire national de l'artificialisation des sols. Le CEREMA, l'INRA et l'IGN ont répondu à la demande du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation afin de réaliser un dispositif de mesure de la consommation des espaces et donc de permettre à l'État de suivre l'objectif de zéro artificialisation nette. Ce programme est piloté dans le cadre du Conseil de défense écologique. Le dispositif vise à co-construire avec les parties prenantes des indicateurs nationaux de référence issus principalement des données d'occupation des sols et des fichiers fonciers.
Avec ma collègue, nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt dans un prochain webinaire. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions de votre visionnage. Si jamais vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse suivante qui apparaît sous vos yeux. Merci à vous et excellente journée.